Le noble ou chevalier doit vivre noblement, c'est-à-dire se comporter à tout moment selon des principes d'intelligence, d'honneur et de discipline. Il doit se consacrer à des occupations nobles, c'est-à-dire le métier des armes, servir dans les armées du roi, commander et gouverner avec sagesse sa seigneurie, se montrer en toutes circonstances le meilleur des hommes. Un vaste programme et une difficile ambition, n'est-ce pas ? Il est propriétaire, mais ne l'a pas toujours été. Il est souvent issu du peuple par le mérite et le courage au combat. Louis XIV anoblira d'ailleurs la plupart de ses principaux conseillers comme Colbert, son plus grand ministre, et Vauban, le bâtisseur et preneur de forteresses par exemple. Le noble est seigneur et propriétaire terrien, et reste donc très attaché à la terre et aux activités agricoles, à la chasse, à la pêche, à l'amélioration et à l'entretien de toutes les infrastructures inhérentes à cette activité, le moulin, le pressoir pour le vin ou l'huile, les canaux d'irrigation, les digues, les haies, les fossés, les forêts, etc. Il est donc très tourné vers la nature et toutes les activités alimentaires et aime la bonne chair et le bon vin. Certaines sources évoquent même une consommation de 3 litres de vin par personne et par jour. Le droit de chasse lui est réservé en priorité, mais les gens de sa seigneurie, de ses terres, les gens du tiers-état, peuvent également chasser régulièrement dans les forêts qu'ils possèdent durant toute l'année. Ces derniers vivent d'ailleurs très proches de leur seigneur, et celui-ci partage leur quotidien. Aujourd'hui encore, l'admiration pour la chevalerie et l'idéal du combattant courageux qui est prêt à tout sacrifier pour l'honneur et pour une cause sacrée fait encore rêver bon nombre des garçons, jeunes ou moins jeunes, tandis que les filles se rêvent en princesses, dans un vaste château, avec une garde-robe à faire pâlir d'envie toutes leurs amies. Cette idée de la noblesse est donc encore très présente dans la société française et européenne. Je crois sincèrement que tout le monde s'est imaginé, au moins une fois dans sa vie, allez, soyez honnête, à la place d'un membre de la noblesse, un chevalier, et peut-être certains aspirent-ils encore à le devenir. Comment, aujourd'hui, percevez-vous la monarchie et la noblesse en France ? Cela m'intéresse, et je vous invite à partager votre réponse en commentaire. J'attends votre avis à tous sur ce point, juste en dessous de la vidéo. Et vous, êtes-vous noble ? Dans une monarchie ou même dans une république, auriez-vous eu la possibilité de le devenir ? Comment cela se passe-t-il à l'époque antique et médiévale pour devenir membre de cette élite ? Et est-ce que aujourd'hui nous trouvons encore cet idéal ? Une question intéressante à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Une légende noire, tenace, entoure cet ordre aristocratique, la noblesse, qui a depuis la Révolution française été accusé de tous les maux et problèmes du pays. En soi, les Français n'auraient-ils pas été bien bêtes de laisser ce système en place pendant plus de 1000 ans, et même d'y revenir plusieurs fois après 1789, s'ils étaient vraiment traités comme des esclaves ? Très peu le savent, mais notre pays est resté profondément attaché au régime monarchique, bien après la Révolution, et ce jusqu'en 1905, année de la loi de séparation de l'Église et de l'État. La Troisième République verra dès 1871 une Assemblée nationale à majorité monarchiste subsister, car les différents partis et prétendants au trône étaient incapables de se mettre d'accord sur l'héritier de France ou des Français. Légitimistes voulant le retour à la monarchie absolue de droit divin, orléanistes partisans d'une monarchie parlementaire donc plus démocratique, ou bonapartistes partisans du césarisme politique, c'est-à-dire d'une dictature républicaine
calqué sur le modèle antique de Jules César et d'Octave, et mettant en avant le concept des Napoléonides, du gouvernement d'un seul, pour le bien de tous. Le servage n'était pas, donc, et de loin, le statut de la majorité des sujets du royaume. Cette légende noire de la noblesse n'est-elle pas une création d'une partie de la société, la bourgeoisie, qui a toujours envié cet ordre de privilégiés et cette exception aristocratique ? Si l'on regarde dans les faits, cette noblesse déclinante et décadente qui s'est faite enfermer à Versailles au XVIIIe siècle par son roi, on comprend parfaitement la volonté du tiers-état, bourgeoisie en tête, de mettre fin à des privilèges qui n'étaient à l'époque majoritairement plus mérités. Beaucoup de nobles provinciaux avaient gardé leur statut et leur valeur et ne méritaient pas le destin qu'ils subirent lors de la Terreur. D'ailleurs, nombreux sont les nobles très célèbres, comme le marquis de Lafayette, La Rochefoucauld, Alexandre de Beauharnais, le premier époux de Joséphine, et bien d'autres jusqu'au cousin du roi, le très célèbre prince de sang, Louis-Philippe Joseph d'Orléans, dit Philippe Égalité, qui restera un soutien des révolutionnaires, député français, et un grand meneur d'hommes durant cette période où l'élite militaire avait été littéralement décapitée. L'honneur, la loyauté, le courage et donc le mépris de la mort, la fidélité à ses serments et à sa parole, l'obéissance à son suzerain, la protection des faibles et surtout une élégance permanente dans son comportement venant d'une éducation qui se veut très rigoureuse, complète et raffinée, sont les principales qualités du noble. La sévérité envers les enfants nobles est une norme qui choquerait aujourd'hui par ce que l'on appellerait de nos jours des excès. Les sévices corporels sont monnaie courante pour les enfants qui n'atteignent pas les objectifs imposés par leur éducation. N'oublions pas que le mot « Aristos » veut dire « le meilleur », non par prétention, mais bel et bien par la nécessité d'être toujours irréprochable à tous les niveaux. L'idéal courtois, qui se veut être la séduction d'une femme aimée, conquise par des prouesses viriles et des paroles charmantes, la poésie, comme lors des tournois entre chevaliers, finira par causer la mort, dans des combats épiques, de nombreux jeunes prétendants quelque peu échaudés. Enfin, l'argent ne doit en nul point être un but, un objectif, mais bel et bien un moyen de soutenir sa dignité, d'entretenir ses gens qui vivent avec le noble, et sa famille, et de secourir son prochain. D'ailleurs, le luxe dans lequel vit la haute noblesse permet de faire tourner une partie de l'économie du royaume. N'est-ce pas, encore aujourd'hui, le fleuron de notre industrie ? Mais attention aux préjugés, car la grande majorité de la noblesse ne vit absolument pas dans le luxe et le confort matériel. 90% des nobles vivent dans de petits châteaux qui sont pendant des siècles des forteresses glaciales et très peu décorées, souvent en marge du territoire. L'entretien même de ces fortifications demande un effort financier tel que bon nombre de familles de la noblesse doivent implorer l'aide de leurs suzerains et même du roi, qui eux-mêmes font face à des dépenses immenses. En plus de ses qualités obligatoires et de son éducation très stricte, le noble a donc aussi la nécessité impérieuse d'entretenir son très coûteux château, dans lequel les gens viendront trouver sa protection en temps de guerre. Il doit en plus entretenir des hommes en armes à son service, ainsi que tous leurs équipements. Tout ceci a bien sûr un coût faramineux qui explique l'absence d'imposition complète de la noblesse, bien que certaines taxes doivent être quand même payées par cet ordre de la société féodale. D'ailleurs, en parlant de féodal, il faut comprendre la racine de ce mot, du latin foedus, c'est-à-dire le serment, la promesse. Ce système se base donc entièrement sur l'honneur de la parole donnée et les liens de fidélité entre suzerains et vassaux, et tout ceci repose sur un aspect fondamental, un réseau d'amitié et une loyauté absolue. La protection des uns par les autres est bien sûr essentielle. Un tel système n'aurait pas duré plus de 1000 ans sans que la population soit satisfaite de ce contrat extrêmement rigoureux
entre la noblesse protectrice et qui seule faisait la guerre, élément essentiel à comprendre, et le peuple, les bourgeois surtout, protégés par ceux-là même qu'ils ont exemptés d'impôts. Évidemment, la suite de l'histoire verra la noblesse rompre ce contrat de protection en incluant le peuple dans des armées qui nécessitaient, siècle après siècle, de plus en plus d'hommes en armes, en particulier avec l'apparition des bouches à feu. Une nouvelle forme de guerre qui s'éloignera continuellement des idéaux de la chevalerie. Dans ce comportement noble se rejoignent donc trois éléments. D'abord l'idéal chrétien d'indifférence aux biens matériels de ce monde, depuis les réformes de Bernard de Clairvaux au XIIe siècle. Ensuite l'attitude du guerrier professionnel qui risque seul sa vie sur les champs de bataille, de profiter du jour présent, le fameux carpe diem. Et enfin, la volonté de s'imposer, de se promouvoir au sein de sa caste, c'est-à-dire tout simplement avoir de l'ambition. Dans la noblesse française, la plus grande d'Europe, il existera un élément constant, l'idée que gagner sa vie par une activité de production est réservé aux non-nobles, car le commerce, la banque, et donc l'usure, ce que l'on pourrait traduire par les intérêts sur des emprunts par exemple, est l'œuvre de Satan, car il avilit l'homme. Celui qui accomplit cet acte indigne déroge donc à son statut, c'est-à-dire qu'il va à l'encontre même des valeurs de sa caste et risque d'empêcher sa descendance, ses successeurs, de rester eux-mêmes nobles. Un paradoxe qui prend son sens quand on connaît l'activité principale qu'avaient les chevaliers templiers qu'on surnommait les banquiers de l'Occident. Chaque homme noble est donc un guerrier professionnel rompu à toutes les techniques de combat et sachant manier toutes les armes disponibles. Il doit se renseigner et se mettre à jour sur les nouvelles techniques militaires venues des quatre coins du monde connu. Il est aussi capable de mener et diriger des hommes sous son commandement, qui sont à l'origine tous nobles ou en devenir, les fameux écuyers notamment, gardiens de l'écu, c'est-à-dire du bouclier de son maître. Il fait preuve de stratégie et étudie donc les grands meneurs d'hommes du passé, comme Alexandre, César, Hannibal, mais aussi Gustave-Adolphe de Suède et plus tard Napoléon, lui-même issu de la vieille noblesse corse. Il forme donc sa descendance comme on le fait dans chaque métier à travers toute la société de l'époque, chez les artisans, commerçants, marins, pêcheurs, juristes, maçons, charpentiers. Tous les pères et les mères forment leurs enfants, car l'école n'existe pas et l'université est réservée à l'élite intellectuelle et scientifique du royaume. Mais comment tout cela a commencé ? Pour le comprendre, il faut remonter à l'Antiquité, où ces termes de noblesse, d'aristocratie et de chevalerie apparaissent pour la première fois. Afin de comprendre leur sens, il est essentiel de prendre en compte leur étymologie. Commençons par la noblesse, emprunté au latin nobilis, de nocere, connaître proprement, ce que l'on peut connaître. De là, on peut en déduire qu'il s'agit tout simplement d'une personne connue, bien connue, fameuse. Par extension, on comprend qu'il s'agit d'une personne issue de famille noble, de naissance noble. Sous l'Antiquité romaine, les nobiles, les nobles, la noblesse, formaient alors la nobilitas, comprenant les patriciens, les riches, mais aussi les plébéiens, les pauvres, arrivés aux magistratures curules, c'est-à-dire ayant un siège, et leurs descendants. Dès les origines donc, la noblesse était méritocratique et l'ascension sociale était la norme pour les plus méritants. Quant à la chevalerie, l'ordre équestre chez les Romains, il s'agit des plus riches, tout simplement parce qu'ils doivent avoir les moyens de s'acheter un cheval, d'en posséder d'autres pour le remplacer en cas de mort à la guerre, et d'avoir des fonds suffisants pour l'entretenir, le nourrir, le loger dans une écurie. Ils doivent aussi pouvoir l'équiper avec une selle, certes très rustique chez nos amis latins, qui ne connaissent ni les étriers pour les pieds du cavalier, essentiels pour son équilibre et pour le choc à la lance, ni le pommeau, qui permettait de s'accrocher à l'avant
avec la paume de la main. Cette selle romaine était souvent un simple coussin sanglé, et il faudra attendre les invasions mongoles de Gengis Khan et de ses descendants au XIIe siècle pour voir cette innovation adoptée en Europe. Bien que l'ordre équestre, donc la chevalerie romaine, ne concerne que les plus riches, il n'est en aucun cas fermé aux gens issus de la plèbe, du peuple, qui se seraient extraits de leurs conditions par le mérite au combat au sein de la plus grande armée du monde. Le terme d'aristocratie, nous l'avons vu, est plus ancien car il vient des Grecs anciens. Aristos signifiant les meilleurs, donc les plus capables de gouverner, et Kratos le pouvoir, que l'on retrouve aussi dans le mot démocratie. L'aristocratie est donc le pouvoir d'une élite intellectuelle, économique, qui s'est souvent hissée à ce rang par la guerre. Si l'on remonte aux origines, ceux qui prendront le pouvoir à l'échelle locale d'abord, depuis l'aube de l'humanité, sont souvent tout simplement les familles ayant de nombreux fils et cousins qui s'allient afin de dominer leur communauté, la protéger et combattre les ennemis qui viendraient remettre en cause cette même autorité. Le pouvoir de la noblesse n'est donc en aucun cas venu de nulle part, et encore moins des dieux. Il est le fait d'une particularité familiale qui restera fermement ancrée dans les mentalités, le fait d'avoir beaucoup de fils, qui eux seuls peuvent se battre pour la famille et le clan, mais aussi par extension qui seront les seuls à pouvoir hériter et être propriétaires. La noblesse repose donc entièrement sur des aspects aussi vieux que l'histoire de l'humanité elle-même, la domination des plus faibles par les plus forts. Et même si les sociétés ont par la suite institutionnalisé cela et donnent un côté légitime, voire mystique, à cette caste de guerriers, les membres de la noblesse n'en restent pas moins les héritiers de cette notion de puissance et de supériorité des plus forts et des plus intelligents sur le reste de l'humanité, que celle-ci, pour se maintenir et trouver une légalité reconnue de tous, s'est engagée à protéger des périls et des ennemis extérieurs. Tout le monde pouvait et peut donc encore devenir noble dans une monarchie comme dans une république, si l'on suit le modèle romain de la res publica. Ceci grâce au mérite qui lui vient de ses capacités de guerrier et de meneur d'hommes, dévoué à sa communauté comme à son roi, mais aussi par ses capacités intellectuelles et son sens du service public, qui est devenu avec le temps indispensable à tous ceux qui veulent et tiennent à se prétendre l'élite. Au final, si vous avez le goût du travail et de l'excellence, le sens de la famille et du sacrifice pour protéger vos proches, que vous êtes propriétaire terrien, éventuellement même aujourd'hui un guerrier confirmé, et que vous avez le sens de l'honneur et de la fidélité, et une forte tendance à aimer la bonne chair et le bon vin, alors vous êtes noble. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, le meilleur moyen de nous aider et de soutenir la chaîne, c'est de mettre un petit pouce vers le haut, de laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo, et bien sûr de le partager un maximum sur vos réseaux sociaux. Merci à tous les souscripteurs qui permettent de faire vivre la chaîne, et bien sûr, merci à tous les abonnés, sans lesquels rien ne serait possible. Bonjour, donc je m'appelle Franck Chantreau, mon épouse Roxane. On a créé en 2006 notre sanctuaire de réhabilitation pour jeunes primates. Euh, Jack, le premier chimpanzé confisqué dans cette province du sud de la RDC, a été le premier bébé confisqué. On était loin de se douter que ce bébé allait changer notre vie pour toujours. Et le programme qu'on s'était fixé, c'était d'arrêter le trafic illégal d'espèces protégées, traversant la province du Katanga pour rejoindre la Zambie et l'Afrique du Sud. Nous tenons à remercier Alain et tous les followers de son site Les Dessous de l'Histoire, car grâce à votre générosité, nous avons pu soutenir
tous ces animaux victimes du trafic que nous avons recueillis au travers de la nourriture, bien sûr, mais aussi des soins médicaux et de la présence de papa et de maman de substitution, parce que ces animaux vivent de tels traumatismes que quand ils arrivent, ils sont perdus et ont besoin de beaucoup d'amour et d'affection pour surmonter tout ce qu'ils ont vécu. Donc merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, pour vos dons. Ça nous aide énormément. Merci pour eux.